On a toujours entendu parler de ceux qui nous ont quittés, ceux qui n'ont pas encore fait le départ pour l'au-delà, ou encore des esprits liés à certaines choses et certains endroits, des esprits bloqués entre le monde physique et le monde invisible. Comment expliquer certaines apparitions? La triste tragédie du vol 401 de Eastern Airlines. Aujourd'hui, on embarque dans une aventure qui commence le 29 décembre 1972 et qui aura des répercussions quelque temps après le déroulement de l'incident. Nous sommes dans l'aéroport de JFK, nommé après le 35e président des États-Unis qui fut assassiné en 1963, et le vol 401 quitte New York pour Miami sous la commande du pilote Robert Albin Loft, qui était aussi connu sous le petit nom de Bob, qui est très expérimenté avec plus de 32 ans de service sous cette compagnie aérienne et un total de 29 700 heures de vol. Son équipage de conduite était tous expérimentés et capables de gérer un avion de cette taille. Tout allait à merveille avec ce vol qui quitte New York vendredi 29 décembre 1972 à 21h20 avec 163 passagers et 13 membres d'équipage. Le vol était sur son itinéraire jusqu'à 23h32 quand l'avion approche l'aéroport international de Miami. Après l'abaissement du train d'atterrissage, le copilote remarque sur le tableau de bord la lampe verte indicative que l'abaissement est effectué ne s'allume pas. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus de détails, pour avoir une image, le train d'atterrissage, c'est quand un avion approche l'aéroport et avant de commencer son taxi pour atterrir, l'avion doit sortir les pneus, s'aligner et commence à faire sa descente. Les pilotes deviennent tendus et stressés et sous cette pression, ils contactent la tour de contrôle de l'aéroport international de Miami, les informant qu'ils allaient survoler la zone en cercle pour arranger ce qui n'allait pas avec la lampe de l'abaissement du train d'atterrissage. Parce que s'il y avait un problème avec l'abaissement du train d'atterrissage, l'avion ne serait pas capable de faire un atterrissage parfait. Pendant ce temps, les membres du poste de pilotage se dépêchent à trouver une solution pour ce problème. Sur ce, ils enlèvent l'ampoule pour y remettre, mais aucune tentative ne se montre fructueuse. À son tour, l'ingénieur Donald Repo, qui est aussi connu sous le nom de Don, se fait envoyer au niveau bas mécanique de l'avion pour inspecter et trouver le problème physiquement. Durant cet affolement et panique, l'autopilote est activé, l'altitude est réglée, mais pendant ce chaos, lorsque le pilote tourne pour recommander à l'ingénieur de descendre au niveau inférieur de l'avion, il donne un petit coup léger et inaperçu au volant de commande, et ceci désengage le règlement de l'altitude qu'il avait mis plus tôt, pendant que l'attention de tous les 3 autres équipiers se focalisait sur le problème de l'ampoule brûlée de la lampe verte. Et personne ne réalise que l'autopilote est désengagé et que l'altitude de l'avion baisse
petit à petit, graduellement, que même ce pilote expérimenté ne le réalise pas jusqu'à la dernière minute du désastre, quand l'avion se met à plonger. À quelques mètres du sol, environ moins de 80 mètres du sol, en 70 secondes. Du coup, les avertissements retentissent dans l'avion et personne des membres de l'équipage de conduite n'a pu réagir. Ni Donald Dunn, l'ingénieur descendu en bas pour faire l'inspection. Et 50 secondes plus tard, l'avion commence sa dernière plongée. Et le pilote essaie une dernière manœuvre pour rectifier le problème en essayant de mettre l'avion sur une bonne altitude. Et c'est lorsqu'ils s'aperçoivent de ce qu'ils n'ont pas pu voir durant l'affolement quelques minutes plus tôt. Mais trop tard, car la course avec le temps s'annonce futile, parce que le temps n'attend personne. L'avion crache à quelques mètres de l'aéroport international de Miami, dans un parc national dans une zone humide des marais nommée Everglades. La faune de cette zone, qui est nommée Everglades, en Miami, à Floride, est une zone réputée pour sa haute population des bêtes sauvages, spécialement les alligators, les serpents et autres. Et ça, c'était un affreux incident parce que l'avion fait un crash en plein milieu de ce milieu qui est dangereux et certaines personnes ont pu survivre l'impact initial de l'avion, mais d'autres sont morts là au lieu du crash parce qu'il y avait des bêtes sauvages qui, avec cette agitation, les alligators, le sang et tout ça, qui venaient, et des serpents et d'autres spécimens. Et il y a certaines personnes qui se noyaient dans ce marais, dans l'essence de l'avion qui était déversée partout. Et Dieu merci pour les survivants de cet avion parce que ce soir-là, tard dans la nuit, il y avait 2 messieurs qui étaient à bord d'un petit bateau et ces 2 messieurs vivaient là dans la localité. Ils étaient en train de pêcher les grenouilles en pleine nuit et quand ils ont remarqué ce feu qui s'est allumé et qui s'est éteint parce qu'il faisait extrêmement noir et quand le flash du crash allume le feu et tout s'éteint et tout redevient en noir et il prend son petit bateau et il se dirige vers ce problème, vers cet incident et c'est là qu'il commence à aider les personnes qui pouvaient aider à bord de son bateau en attendant que les secours arrivent. Donc il a commencé à aider les personnes qui pouvaient aider et c'était vraiment une bénédiction pour les survivants parce que certaines personnes n'ont pas été livrées à leur propre sort. Un total de 75 personnes survivent et ceci inclut quelques passagers et membres de l'équipage. Après le crash, la compagnie d'aviation décide de récupérer des pièces à bonnes conditions et de les mettre dans l'autre avion qui en avait besoin. Et ce petit détail est très important parce que ça va jouer un rôle dans le futur de cette histoire. Et c'est la clé du mystère. Et voici la partie que tout le monde attend. Et les apparitions commencent à se multiplier dans l'horizon. À l'endroit du crash, il y a un chasseur qui témoigne avoir vu l'apparition du visage d'une femme qui criait. Et ce visage remontait du haut du marais. Et une fois, le vice-président de Eastern Airlines embarque un vol venant de New York et décide d'échanger quelques mots avec le pilote. Après la conversation, il réalise qu'il venait de faire un échange avec Bob, le pilote de l'avion qui avait fait le crash. Mais pendant cette conversation, c'est comme s'il était voilé
Et il n'arrivait pas à se dire qu'il parlait à une personne qui est morte. Ça fait un moment. Mais c'est après leur conversation que son esprit revient à lui et il comprend ce qui vient de se passer avec lui. C'est vraiment si surprenant d'entendre tous ces témoignages. Et il y a encore un autre témoignage qui fut donné par un autre groupe, membre d'équipage. Et cet avion, cette fois-ci, effectue la même trajectoire de New York à Miami, qui se trouve en Floride. Dans ce vol particulier, l'hôtesse de l'air va pour ouvrir un compartiment fermé pour retirer quelque chose. Et quand l'hôtesse de l'air ouvre ce compartiment, il y a encore le visage de l'ingénieur qu'elle voit, qui apparaît. Et cette apparition lui donne un message qui dit « Faites attention, il y aura du feu dans cet avion ». Et cet incident se passe quand l'avion quitte New York pour aller à Miami. Et sur son chemin de retour, sur ce même vol, on découvre qu'il y a une panne de moteur sur l'un des moteurs et le pilote a pu arrêter le moteur pour que ça ne prenne pas feu jusqu'à ce qu'ils arrivent. Et ce qui a permis à l'avion de voler avec le moteur qui est resté. Parce que un avion détient 2 à 4 moteurs et si un des moteurs a un problème ou a eu une panne, l'avion a toujours la capacité de pouvoir voler et atterrir, mais l'avion n'aura pas assez de puissance. Donc, ça fait vraiment froid et ça fait poser des questions, des multitudes de questions. Vous imaginez quelqu'un ou des gens qui ne sont plus, mais qui viennent de l'au-delà pour vous passer des messages. Et ces messages qui vous passent sont des messages qui vous disent « Hey, fais attention, il y a le danger qui est devant toi. Hey, fais attention ». Et à chaque fois que les gens vérifient, il y a toujours quelque chose, une anomalie qui a été loupée. Et cette apparition fait qu'on découvre cette anomalie pour sauver des vies. Donc c'est un phénomène vraiment très spirituel, très sérieux, on ne sait pas quoi dire, mais c'est vraiment un phénomène qui n'a pas d'explication. Pour une autre occurrence, l'hôtesse de l'air vient pour vérifier la liste de passagers et voir si tout allait bien. Et dans la première classe, l'hôtesse de l'air remarque qu'il y a un occupant qui est assis sur un siège et cet occupant ne devait pas être là. Et cette personne était habillée avec l'uniforme de pilote. Mais quand elles essayaient de parler avec cette personne pour lui dire que ce siège n'était pas le sien, cette personne ne répondait pas. La personne était juste assise en regardant en avant avec un regard vide. Il ne répondait à rien, il ne parlait à personne, il ne bougeait pas, il était là assis comme une image. Et saisi de peur, l'hôtesse de l'air va et contacte le pilote de l'avion pour lui parler du problème qui était là, devant eux. Et quand le pilote vient pour parler à cette personne, pour voir qu'est-ce qui se passait ou quel était le problème,
Et c'est là que le pilote réalise que cette personne assise dans ce siège de première classe, habillée en vêtements de pilote, est personne d'autre que Bob, le pilote qui était mort dans le crash qui s'était passé plus tôt. Lorsque le pilote lui reconnaît, Bob disparaît et s'évapore dans l'air devant les yeux du pilote, de l'hôtesse de l'air et de certains passagers qui étaient assis là dans la première classe. Et à certains passagers qui étaient pris de peur, qui se sont mis à crier. Et cet incident a déstabilisé et le pilote et tout le monde, que ce vol fut annulé pour cette raison. Et ceci ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore un autre incident, un autre jour, encore sur la même compagnie d'aviation. Il y a un membre de l'équipage qui se met dans l'avion, se prépare à faire un vol, mais le pilote remarque qu'entre eux, dans ce groupe, il y a une personne qui est assise là avec eux et que cette personne était aucun autre que Don, ingénieur. Et Don les tire attention qu'il y a un problème avec le circuit électrique quelque part dans l'avion qui va les donner des gros ennuis. Et par curiosité, quand les ingénieurs vont pour vérifier, et ça s'annonce vrai qu'il y avait un problème avec les circuits électriques qui allait créer des problèmes plus tard. Et en trouvant ceci, ils ont pu le fixer pour éviter des problèmes sur ce vol. Et ça continue encore. Il y a un autre pilote encore qui témoigne, qui dit qu'il était là, bien assis, dans l'avion, pour commencer son vol. Et avant de prendre l'élan et s'envoler, il entend un toc-toc-toc qui vient du bas de l'avion. Et par curiosité, il ouvre la porte qui donne accès au bas de l'avion. Et quand il ouvre cette petite porte, il voit l'apparition de personne d'autre que l'ingénieur encore Don. Et cette vision, cette apparition de lui le regarde tristement et disparaît encore en plein air. Et ceci le rend curieux et il descend pour investiguer, pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et en faisant cette inspection, il trouve qu'il y avait un problème sérieux qui allait causer un accident à cet avion. Du coup, des témoignages ne cessaient de venir et d'être rapportés à la compagnie d'aviation. Et ceci commençait à faire peur à la population, aux gens, et ça devenait un problème pour la compagnie. Et alors, éventuellement, cette compagnie d'aviation décide d'enlever toutes les pièces qui furent récupérées du crash qui s'est passé à Miami. Ils ont enlevé les pièces dans tous les avions de leur compagnie. Et une fois que ceci était fait, personne ne parlait, témoignait ou mentionnait encore l'apparition du feu pilote Bob ou de l'ingénieur Don qui apparaissait encore dans ces avions. Et ceci laisse à penser que
ces pièces qui ont été collectées, ces pièces qui étaient en bonne condition d'usage pour être placées dans des autres avions de cette compagnie, avaient un lien spirituel, un lien qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Mais ces esprits étaient liés à ces pièces, et aussi longtemps que ces pièces étaient toujours dans ces avions, il y avait des apparitions qu'on voyait à gauche et à droite, qui disaient aux gens de faire attention, qui pointaient les dangers avant qu'ils arrivent, qui montraient s'il y avait des petits bobos ou des problèmes mécaniques ou des problèmes dans les circuits ou quoi que ce soit. Et ça fait poser des questions. Les morts ne sont pas tous morts. Il y a des gens qui sont entre le monde réel et le monde spirituel. Parce qu'il y a un attachement qui a fait que l'existence de ces pièces récupérées et mises dans les autres avions permet d'avoir cette connexion, ces apparitions avec les gens qui vivent dans le monde physique. Et quand j'ai vu cette histoire et j'ai fait des recherches sur ça, ça m'a vraiment fait poser beaucoup de questions. Ça m'a vraiment fait penser à beaucoup de choses. Il arrive des fois en Afrique quand on dit que les ancêtres veillent sur nous. Et en entendant ce genre de choses, tu te demandes qu'est-ce qui avait fait que les gens aient cette expression, que les ancêtres veillent sur nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre les deux mondes. Je sais que certains ou plusieurs auront un tas de questions, des multitudes de questions, qui diront mais comment est-ce que un avion, un appareil qui a la technologie, qui a tout ce qu'il faut, peut juste faire un crash comme ça, sans donner des avertissements aux équipiers pour qu'ils voient le danger imminent qui approchait. Et moi, je me suis posé aussi ces mêmes questions, mais en cherchant plus, d'abord, premièrement, on se dit, il faut voir d'abord l'état d'esprit. Comprenez un peu l'état d'esprit dans lequel le pilote et ses coéquipiers étaient, parce que il y a un problème là, devant eux. Ils devaient trouver une solution, un problème dont ils ne comprenaient pas, un problème qu'ils n'avaient pas vu, qui sort de nulle part. Et c'est vrai que l'autopilote, comme on le connaît tous, il y a les données qui sont mises et l'ordinateur de l'avion exécute l'ordre. Mais ce modèle d'avion que pilotait le pilote, qui s'appelle Lockheed TriStar, était équipé avec deux différentes manières d'autopilote. Et une manière, comme je vous l'ai expliqué auparavant, vous mettez des données et l'avion exécute. Et l'autre manière additionnelle, c'est que le pilote peut mettre des commandes et modifier certaines données sur le tableau de bord de l'avion. Mais pendant que l'avion est sur autopilote, il suffit que le pilote prenne ses mains, reprenne contrôle du volant de commande, et quand il fait ceci, ça n'éteint pas nécessairement l'autopilote, mais l'autopilote rentre en arrière comme un plan B pendant que le pilote modifie ses données, et une fois que le pilote finit à mettre les données dans l'ordinateur ou donner des fonctions pour que l'avion exécute, il va redonner le contrôle à l'autopilote qui va continuer à exécuter les nouvelles fonctions qui sont données. Et
malheureusement, pour cet avion, ce qui se passe avec le pilote, c'est que l'autopilote était activé, mais quand le pilote fait cette manœuvre qui touche un peu le volant de commande, ceci fait que ce petit mouvement change l'altitude, qui fait que l'autopilote continue avec ces nouvelles données qui sont mises, mais malheureusement, ces données ne sont pas des données que le pilote avait voulu donner à l'avion. C'est juste un mouvement qu'il avait fait du volant de commande. Et comme tout était déjà réglé, l'avion juste commence une descente graduelle. Et aussi un autre truc, c'est que n'oubliez pas, nous sommes en 1972. Et pendant ce temps, l'avion était beaucoup plus sur le mode manuel que autopilote. Et aujourd'hui, selon les recherches, ils disent que l'autopilote est utilisé beaucoup plus. Donc, prenez en considération tout ça. Et pas seulement ça, l'avion avait un système d'avertissement, un petit son comme celui-ci. Et quand ce son s'annonce, ça sort d'une baffle qui est tout juste là, au niveau du siège de l'ingénieur, Donald. Et la triste chose dans tout ça, c'est que quand cet avertissement résonne, Donald n'est pas là. Il est au niveau inférieur de l'avion, en train de faire ses inspections pour voir c'était quoi le problème. Et les trois autres sont tous focalisés sur ce problème de lampe qui ne s'allume pas, cette lampe qui est brûlée, et personne ne fait attention à voir que l'avion a changé de commande, que l'avion, le tableau de bord montre un changement graduel. Et aussi un autre truc, cet avion précisément n'avait pas encore tous les systèmes qu'on a aujourd'hui, comme certains systèmes quand l'avion est trop proche du sol ou trop proche des terrains. Il y a un système qui vous dit que le danger arrive. Et certains systèmes qu'on voit aujourd'hui n'étaient pas encore installés dans ces avions pendant ces années. Et une autre question, pourquoi est-ce que la tour de contrôle ne contacte pas le pilote et l'informe que son altitude a vraiment baissé d'une manière terrible? Ce n'était pas inhabituel pendant cette époque que le radar qui lisait le système, il arrivait de fois quand l'avion est proche, la vicinité de l'aéroport, les radars des fois devaient effectuer 2 ou 3 rotations pour pouvoir déterminer la location que l'avion montrait sur le système. Et n'oubliez pas aussi que les gens de la tour de contrôle ont aussi d'autres avions dont ils s'occupent, qui viennent et qui descendent, et aussi d'autres qui montent. Et aussi parmi ceux qui descendent, il y a certains qui ont aussi des problèmes et des pannes pendant qu'ils sont en train d'atterrir. Et quand la personne dans la tour de contrôle qui était désignée l'avion 401 voit que l'altitude était trop bas, il était déjà trop tard pour annoncer à l'avion, au pilote, que son altitude était trop bas. Donc, toutes ces données, tous ces événements sont juste un mélange, un tas des mauvais événements qui sont successifs l'une après l'autre, et avec peu de temps, tout va donner un résultat sinistre. Après l'investigation sur ce crash, il était déterminé que l'avion pouvait bien atterrir la première fois, parce que le pneu avant était en parfait état.
Mais quand la lampe des pneus du train d'atterrissage arrière furent allumées, à l'exception de celui en avant, le pilote avait cru qu'il y avait un problème avec le mécanisme du pneu du train d'atterrissage de l'avant. Et le seul inconvénient dans tout ça était que l'ampoule avait brûlé. Mais le pneu avant était aussi opérationnel comme ceux de l'arrière. Et la première fois, quand le pilote remarque que cette lampe ne s'allume pas, la première manœuvre qu'ils essayent de faire, c'est de retracter les pneus, le remettre à l'intérieur et le faire sortir encore pour une seconde fois. Mais cette manœuvre n'a pas pu allumer cette lampe qui avait brûlé. Mais comme personne ne pouvait voir ce qui se passait à l'extérieur de l'avion avec les pneus avant du train d'atterrissage, le pilote avait décidé de ne pas atterrir pour cette première fois, mais de faire un tour pour fixer le problème qui était devant lui et d'atterrir avec tous les trains d'atterrissage et les lampes allumées. Et pour ceux qui doutent, j'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous que la compagnie d'aviation avait décidé d'enlever toutes les pièces dans tout leur avion qui venaient de l'avion du vol 401 qui avait fait le crash à Miami? On sait tous que l'industrie de l'aviation est une industrie qui est vraiment très chère, où tout coûte cher, les pièces, même l'essence ou quoi que ce soit, et les réparations. Et ce n'est pas juste par hasard que cette compagnie d'aviation va se lever un bon matin et décider d'enlever toutes ces pièces réutilisées dans d'autres avions, juste pour de la blague. Parce que de un, c'est de l'argent. Et s'il y a une chose, une compagnie ne va pas vouloir perdre de l'argent comme ça à son propre gré. Et aussi, comment vous expliquer les apparitions qui cessent lorsqu'on enlève toutes ces pièces de tous ces avions? Et comment vous expliquer les témoignages de plusieurs personnes, de différentes personnes, de différents vols de cette même compagnie, des gens qui n'ont jamais vu le pilote auparavant, qui n'étaient pas amis avec le pilote auparavant, mais ces gens voient ces apparitions. Comment est-ce que vous expliquez ceci? Donc, c'était un peu ça. Si vous avez aimé le récit de ce phénomène qui se déroule aux États-Unis, ou si vous aimez des récits du mystère, du paranormal ou des plus, n'hésitez pas de vous abonner à ma page, d'activer la cloche de notification, d'aimer, de partager et de laisser un commentaire de ce que vous en pensez. Une fois abonné, vous n'y manquerez pas à prendre part aux histoires, aux phénomènes ou aux témoignages juteux que je vais vous emmener sur ma page et pour partager avec tout le monde. Que Dieu vous bénisse, prenez bien soin de vous, priez beaucoup et protégez-vous toujours. À plus, ciao.